Molin, c'est l'écrivain le plus drôle de France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Becbédé. Les dieux ont pourvu Molin d'une grâce étonnante, le pouvoir quasi surnaturel de faire rire, un rire organique, franc, joyeux, médicinal, au pouvoir guérisseur. Molin renoue avec le burlesque médiéval, un burlesque qui est entré dans la clandestinité avec le classicisme au XVIIe siècle et dont Rabelais a été l'un des derniers témoins. La parodie sacrée, chère au Moyen-Âge quand on ne craignait pas de traiter et de maltraiter, le sacré sous un mode trivial et carnavalesque. Pour autant, il n'en restait pas moins sacré, c'est-à-dire enchanté, un mot incontournable dans le lexique de Molin. J'ai besoin de deux choses dans la vie, du pain, du vin et du Molin. Lui aussi dynamite, lui aussi disperse, ventile. Mais s'il cogne fort, c'est toujours avec tendresse, un peu comme on attendrit la viande, laquelle est servie saignante, persillée et poivrée. C'est que notre homme est charitable, sauf avec les cons. Bonjour Olivier Molin. Bonjour. Comment ça va, cher Olivier? Nous nous connaissons depuis longtemps, puisque Élément avait consacré une couverture à vos romans, et à vous, il y a quelques années de cela. Alors comment ça va, cher Olivier, en ces temps de Covid, d'Ukrainophilie, de Macronolatrie, de présidentielle pourrie, volée en tout cas, de wokisme, de folie en tout genre? Merci d'abord de m'avoir reçu dans cette émission. C'est sûr que la période est quand même un peu spéciale. Hein. C'est pas la période la plus formidable qu'on ait vécue depuis longtemps. Moi, je regrette qu'une chose, c'est que Vladimir Poutine n'ait pas attendu un mois de plus avant de récupérer sa province. Moi aussi. Il nous faut quand même un petit peu dans la mouise. Parce qu'il a sacré Macron chef de guerre, bon, même si on n'est pas en guerre, et du coup, là, ça va être un peu compliqué de sortir de cette nasse. Ridicule cette expression de chef de guerre, chef de guéguerre. Hein. Chef de guéguerre, oui. Alors ça fait quoi, cher Olivier Molin, d'être l'écrivain le plus drôle de France? Est-ce que l'étiquette n'est pas trop dure à porter? Et elle vous engage, puisqu'il faut être à la hauteur de l'attente des lecteurs. Je rappelle que Becbédé met sur votre bouquin l'écrivain le plus drôle de France. De l'année. Il avait dit ça. Il avait dit, puis il y a un journaliste du Figaro Magazine, Nicolas Nguemut, qui avait dit, c'est lui qui avait dit l'écrivain le plus drôle de France. Becbédé avait dit de l'année. Et Nguemut est bien meilleur critique que Becbédé. Pardon. Et Nguemut est un bon critique. Becbédé, celui-ci, n'est pas un mauvais critique, honnêtement. Enfin bon. En tout cas, oui, ça engage. C'est marrant cette histoire de comment dirais-je, de drôlerie en littérature, parce que je vais vous dire une chose. Moi, quand j'avais écrit mon premier bouquin, En attendant le roi du monde, en 2006, j'avais été à un salon du livre, je sais plus où, etc. Et puis, il y a plein de gens qui m'avaient parlé de la drôlerie de mon livre. Mais la vérité, c'est quand j'ai écrit En attendant le roi du monde, je savais pas que j'écrivais un livre drôle. C'est après qu'on me l'a dit et que je l'ai remarqué. Et d'ailleurs, du reste, pour la réédition récemment là, de ce bouquin, je l'ai relu, je reste quand même convaincu que c'est peut-être un bouquin drôle, mais c'est avant tout un bouquin tragique quand même. Moi, je reste convaincu que c'est un bouquin tragique. Alors, il y a quelque chose, si vous voulez, qui... Alors bon, maintenant, je suis effectivement catalogué dans les comment dire, romanciers drôles, pourquoi pas, mais au fond de moi, je pense être un tragique quand même. Mais ça n'empêche pas un des écrivains les plus drôles au monde, c'est Nicolas Gogol, qui est aussi un grand tragique. Hein. Tout à fait. Mais je confirme, vous êtes drôle. C'est très rare quand on rit aux éclats en lisant. Et ce qui est le cas. Donc on est seul avec son livre, en attendant le roi du monde, qui est juste là. Merci Olivier. Mais c'est vrai que cette drôlerie, si vous voulez, elle n'est pas calculée. C'est ça que je veux dire. Elle n'est pas calculée. Elle me vient un petit peu comme ça. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un truc de nature, quoi, j'allais dire. J'ai toujours, quand j'écris un bouquin, je vois toujours le moment le moment raté, quoi, si vous voulez. C'est souvent drôle quand c'est raté. Hein, d'accord. Et je vois souvent le côté la peau de banane, quoi. Enfin, et c'est peut-être c'est ce qui finalement donne des bouquins drôles, mais ils sont pas fabriqués pour être drôles. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Nous, pour autant, on vous suit. Alors là, vous rééditez, la nouvelle librairie, les éditions de la nouvelle librairie rééditent votre trilogie, la trilogie royale. Hein. En attendant le roi du monde, les évangiles du lac et Petit monarque et Catacombes. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette trilogie qui est parue il y a une quinzaine d'années? Votre éditeur, c'était Éric Nolot, de mémoire, exactement. à l'Esprit des Péninsules. À l'Esprit des Péninsules, exactement. Et les bouquins, en 2006, on avait publié le premier à l'Esprit des Péninsules, qui était une petite maison que j'aimais beaucoup, une petite maison très chic. Et on avait publié après en 2007, 2009, la suite. Mais si vous voulez, à l'époque, c'était pas paru pour ce que... Là, pour le coup, je l'avais vraiment conçu comme une trilogie. C'est-à-dire, j'avais écrit le premier bouquin en sachant qu'il y en aurait deux derrière et en sachant à peu près de quoi il traiterait. C'était vraiment quelque chose, un projet global, si vous voulez. Mais bon, c'est sorti, comment dire, de manière... ils sont sortis les uns après les autres. Entre le tome 2 et le tome 3, il y avait un bouquin qui était assez raté, qui s'appelait Derrière l'horizon. Et donc, enfin bref, tout ça a fait qu'on n'a pas compris que c'était une trilogie. Donc moi, je suis ravi que ça ressorte aujourd'hui avec marqué numéro 1, numéro 2 et numéro 3, parce que c'est vraiment une trilogie, avec des personnages qui reviennent, et ça se passe sur une quinzaine d'années. Moi j'avais conçu tout ça vraiment comme une trilogie, donc je suis ravi que ça ressorte comme ça.
Alors, en attendant le roi du monde, donc le volume 1 qui ouvre la trilogie, a reçu un prix assez important. Alors, je ne suis pas un inconditionnel des prix littéraires, je rappelle toujours le mot de Vialat, si en plus du talent on avait les prix, ça serait injuste. Donc, mais il se trouve que vous avez le talent, et le prix que vous avez reçu pour En attendant le roi du monde, c'est un prix prestigieux, me semble-t-il, c'est le prix Ouest France, désormais, Étonnant Voyageur. Étonnant Voyageur, c'est ça. Le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, qui est vraiment un très bon prix. Donc, et aujourd'hui, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Vous avez reçu le prix il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, vous étiez la star. Le romancier en devenir. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je suis étonné qu'il n'ait pas encore repris le prix, parce que ça va arriver sans doute. Parce que ce qui est certain, c'est que depuis que je suis à Valeurs Actuelles, ma condition, on va dire, dans les lettres françaises, n'est-ce pas, a changé considérablement. J'étais effectivement, alors la star, c'est peut-être exagéré, mais enfin, en tout cas... Le romancier en devenir. En devenir, il y avait une attention qui était portée à mes livres, il y avait, je faisais beaucoup rire, même des gens de tous les horizons, à vrai dire. Mais depuis que je suis à Valeurs, ils rigolent plus. Ça les fait plus rire. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ça, on le savait déjà. Mais vous savez, moi, dans des salons, j'ai fréquenté des gens très sympathiques, d'ailleurs, notamment autour vous savez, du roman noir de Gallimard, de Patrick Raynal et que ça, des gens très sympathiques. Mais il y a plein de choses qui les faisaient marrer, si vous voulez. Par exemple, vous voyez, dans le premier bouquin, le premier paragraphe, je raconte l'histoire d'un type que sa copine entraîne à Lisbonne. Et donc, le premier paragraphe se termine par « Cette conne m'avait transformé en immigré ». Et ça faisait rire tout le monde à l'époque. Mais maintenant que je suis à Valeurs, les gens se disent « Merde, mais en fait, c'est quand il dit ça, en fait, c'est parce qu'il est raciste. » Et en fait, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que... Alors, c'est un truc de gaucho typique, hein, c'est « D'où parles-tu, camarade ?» Alors, si tu parles à l'époque, on croyait que j'étais anarchiste. Alors, on disait « Ah bah, c'est bon, on peut rigoler avec tout quand on est anarchiste. » Mais alors, maintenant que je suis à Valeurs, je suis un fasciste, et donc, on peut plus rigoler avec moi. Voilà, bon, c'est... Moi, les gens qui savent lire, me semble-t-il, hein, dès le premier roman, En attendant le roi du monde, aurait décrypté que certes vous étiez anarchiste, mais de droite. Hein. C'est tellement évident quand on le lit, mais enfin peu importe. Hein. Moi je trouve que vous plantez votre univers avec ce volume 1, le volume 2 et le volume 3. Vous plantez l'univers typiquement molinien, molinesque. Hein. C'est des road trips punk, rock, réac, hein, me semble-t-il, de toute évidence. Évidemment un peu foutraque, vinicole. Hein. Donc des road trips populistes. Hein. Est-ce que ce mot-là vous convient? Oui, tout à fait. Pour vous dire la vérité, je vais le confesser aujourd'hui, mais le terme d'anarchiste de droite me fatigue énormément. Ça me fatigue. Je sais pas, on met tout là-dedans. On met Frédéric Dard, Audiard, et puis enfin bon, je sais pas ce que ça veut dire en fait, anarchiste de droite. Et puis bon, les étiquettes globalement sont fatigantes. Mais populiste, en tout cas, c'est certainement celle qui correspond le mieux à mon avis, littérairement. Hein, j'entends à ce que je suis, c'est-à-dire avec cette vieille tradition de littérature populiste qu'on a eu en France. On a une belle tradition de littérature populiste ou prolétarienne, appelons-la comme on voudra. Bon, je préfère le terme populiste. Mais oui, bien sûr, c'est-à-dire une attention aux petites gens, une attention moi, quasiment tous mes bouquins se passent en province, enfin en Alsace ou en Mayenne. Il y en a un qui se passe en Mayenne, mais c'est surtout en Alsace quand même. Ou alors c'est un exode urbain. Ou alors c'est des citadins qui quittent la ville. Des citadins qui s'en vont, voilà. Mais oui, populiste au sens où je traite du peuple. Ouais. Ouais. Et du reste, vous avez sorti aux éditions Via Romana un volume 1, car il y aura un volume 2, le populisme ou la mort. Donc l'alternative est claire, monsieur le Alors là, c'est un autre populisme. Là, c'est un populisme plus politique. Oui. Parce qu'il y a le populisme littéraire et le populisme politique. Alors moi, je prends les deux. Donc un populiste intégral, conséquent, qui ne se passe pas le nez en approchant le peuple. Hein. Tout à fait. Je contesterai cette vision un peu négative de l'anard de droite. Hein. Je pense que malgré tout, c'est présent chez vous, puisque les noms que vous citiez, c'est des noms auxquels on songe. Hein. Est-ce que l'expression hippie-réac vous conviendrait? Hippie-réac, pourquoi pas? Du moment que ce sont des expressions contradictoires, des sortes d'oxymores, ça me va, si vous voulez. C'est marrant, parce que je pense qu'il y a, en effet, c'est pas qu'une blague, ce que je dis là, c'est qu'il y a effectivement pas des contradictions, mais des sortes d'univers un peu oxymoriques, si je puis dire. C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, avec des côtés très réac, mais aussi des côtés très punk, ou très rock, ou très... Donc il y a tout ça, effectivement, qui est mélangé dans un... pour me définir, il est mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu contradictoire, en effet. Ouais, exact. Ouais. Donc hyper-réac, pourquoi pas. Ouais. Et vous avez raison de dire ça, puisque le tome 2, on va faire un petit arrêt sur image sur le tome 2 de cette trilogie, c'est les Évangiles du Lac. Hein. Et dans les Évangiles du Lac, il y a une forme de panthéisme, ça à la fois comique et cosmique. Hein. Il y a plein de lutins, de trolls, hein. Et en même temps, il y a la Fémélusine, hein, mais aussi la Vierge Marie. Il y a un curé absolument délirant, il y a plein de personnages absolument foutraques, formidables, des originaux, très picaresques. Hein. Donc toujours à cheval entre plusieurs mondes. Hein.
Oui, en effet. Alors, si vous voulez, l'idée de cette trilogie, c'était... j'ai commencé vraiment... en littérature avec cette trilogie. Avant, j'avais fait 2-3 bricoles, mais qui étaient ratées. Et j'ai commencé vraiment. Et mon idée, c'était de réenchanter le monde, si vous voulez. Moi, j'avais envie de réenchanter le monde, et donc cette trilogie, elle a été pensée comme telle. C'est-à-dire faire intervenir de nouveau des lutins, faire intervenir tout ce qui a disparu. Et effectivement, si vous voulez, le lutin côtoie la Vierge Marie, mais ce qui a été le cas pendant 1000 ans de notre histoire. Un pagano-christianisme. Oui, tout à fait. Que vous assumez pleinement, et dans le Conchiliac, c'est évident. Ouais. Avec la dimension, donc j'insiste sur la dimension hyperiaque dont on vient de parler, mais également rock'n'roll, mais également punk, dans un de vos romans alsaciens, car vous êtes d'origine alsacienne, et l'Alsace compte beaucoup pour vous, et je crois que votre prochain roman qui paraîtra au Cherche-Midi à la rentrée se passe dans les Vosges. Dans les Vosges vosgiennes, cette fois-ci, attention. D'accord, attention aux disputes géographiques de frontières. C'est La Fête est finie. Dans La Fête est finie, vous avez une Miss Tracteur, vous avez une révolte des tracteurs, un défilé de tracteurs, un grand d'Espagne, mais qui est un nain et qui sort d'un tableau de Velázquez, qui lance une grande insurrection générale en Alsace, et qui préfigure à beaucoup d'égards le mouvement des Gilets jaunes. J'ai toujours été frappé, moi, depuis 15 ans, je pense que je vous lis. Votre optimisme, votre enthousiasme vous fait dire que vous êtes convaincu que le peuple va se révolter. Oui, en effet, oui. Alors ça a toujours été, en effet, j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, si vous voulez, ce système qui devenait de plus en plus cinglé et qui étranglait de plus en plus comment dire, les petites gens, enfin la France périphérique de Guy Lui, comme il l'appelle, j'ai toujours pensé qu'il ne pourrait pas, surtout en France, si vous voulez, ne pas avoir à un moment donné de réaction par rapport à ça. Les gens vont pas se laisser tondre à l'infini. Donc oui, alors dans les bouquins, je l'avais mis en scène, en effet. Alors, on peut pas dire que j'ai prévu les Gilets jaunes, mais en tout cas, j'ai mis en scène plusieurs révoltes, pas seulement dans La Fête est finie, dans d'autres bouquins aussi. Voilà, j'ai mis en scène plusieurs révoltes, et puis il y en a une qui a fini par arriver. Mais enfin, c'était pas tout à fait la même. Mais les Gilets jaunes, il faut... Alors, évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi, je suis persuadé... Bon, les Gilets jaunes, en tant que tels, c'est terminé, mais de croire que ça ne va pas revenir... et ça reviendra toujours d'un endroit où on ne l'attend pas. Ce genre de choses, ça vient toujours où on ne l'attend pas. Vous voyez, les gens qui prévoient des choses se trompent. Ça arrive d'ailleurs. Ouais. Pour autant, il y a des conditions objectives réunies pour que ça explose. Mais une fois que Macron sera réélu, j'espère que son second mandat nous vengera de l'élection qu'il a gagnée. Alors, le troisième tome de la trilogie, c'est Petit monarque et Catacombes. Je vous pose 2 questions à propos de ce livre. La première, c'est que vous nous racontiez un tout petit peu la trame, le pitch de ce livre, parce que vous êtes à l'Élysée sous François Mitterrand, les dernières années de Mitterrand. Donc, si vous pouvez nous dire un mot de Mitterrand, première question. Et deuxième question, Petit monarque et Catacombes, trilogie royale, Petit monarque. Trilogie royale, en attendant le roi du monde. Donc il y a un leitmotiv royaliste chez vous, et je voudrais savoir si vous êtes royaliste ou monarchiste, et si oui, si vous l'êtes comme Maurras pouvait l'être, comme Tolkien pouvait l'être, ou comme seul Molin est susceptible de l'être, ou de ne pas l'être. Plusieurs choses, oui. Alors c'est évidemment une trilogie autour de la figure royale, ça c'est clair. 2 choses. L'Élysée, oui, le troisième se passe à l'Élysée, ça c'était prévu dès le départ, il se passe à l'Élysée chronologiquement avant les 2 suivants, c'est-à-dire que c'est l'origine de l'aventure que je vais raconter sur 3 tomes. Et pourquoi l'Élysée ? Parce que d'abord j'ai fait mon service militaire à l'Élysée. Mais pour de vrai ? Ah oui, pour de vrai. Pour de vrai. J'ai fait en 92-93, pour de vrai. J'étais, vous savez, les guignols qu'on voit parfois avec des gilets, des chemises à plastron, des gilets rouges et des tenues à queue de pie. C'était moi. J'ouvrais les portières. Sans la barbichette. Sans la barbichette, avec quelques années de moins. Mais c'était on assurait le protocole, si vous voulez, encadré par des huissiers à chaîne. Il y avait 4 huissiers à chaîne, qui étaient des gendarmes, eux, professionnels, et puis des appelés à l'époque. Maintenant c'est fini parce qu'il n'y a plus de service militaire. Mais donc voilà, j'ai été appelé à l'Élysée et j'ai passé donc 10 mois à l'Élysée et je logeais sur place, sous le drapeau. J'avais une petite chambre de bonne, pourrie d'ailleurs, mais et du coup, effectivement, je me suis inspiré énormément. C'est le troisième, si vous voulez, le Petit monarque Catacombe. C'est le bouquin avec le moins d'imagination. C'est-à-dire quasiment tout ce que je raconte, sauf le sacre à la fin de Bois premier, mais tout ce que je raconte est vrai. Le service intérieur, tout ce que je décris, c'était un monde féerique, l'Élysée. Féerique. Et parlez-nous un mot sur Mitterrand. Alors Mitterrand, c'était la fin, si vous voulez, il était malade. Moi, je faisais partie avec d'autres appelés. Vous savez, on attendait des heures, on poireautait dans un petit couloir quand il sortait de son bureau pour lui tendre son manteau, lui son chapeau, le précéder, l'amener à sa bagnole et hop, bonsoir monsieur le président. Et là, on l'entendait quand c'était terrifiant. Quand il y avait les toilettes à côté de son bureau, on l'entendait quand il passait aux toilettes, il geignait, c'était horrible, il était malade, il souffrait comme une bête. Il était blanc, il était cadavre. D'ailleurs, dans mon bouquin, il y a à un moment donné un appelé il est assis sur une chaise, il se repose et le type dit merde, il est mort, il appelle la sécurité.
parce qu'il ressemblait vraiment à un mort-vivant, un zombie. Et donc j'en fais une espèce de figure un petit peu inquiétante, comme ça, qui attend l'apocalypse. Mais c'était très, très étonnant. Il y avait, si vous voulez, une ambiance crépusculaire, fin de règne, la République des saligots, j'appelais ça, avec, vous savez, des conseillers qui se comportaient mal, qui amenaient des filles la nuit. Enfin, c'était un lupanar. Et alors c'est là, effectivement, que je me suis dit, la République me dégoûte, me fait dégueuler de plus en plus. Donc il faudra bien la remplacer par quelque chose, et pourquoi pas un roi, en effet. Et moi, j'avoue que, alors j'ai jamais grenouillé dans les milieux royalistes, militants et tout ça, mais oui, un roi, je serais ravi d'avoir un roi. Vous savez, mais je l'imagine plutôt, mon roi, un peu comme, vous savez, Bonnie Prince Charlie, là, l'Écossais qui était venu essayer de récupérer son royaume contre la famille Hanovre en Angleterre. Ou à un jeune, oui, à la Raspail, un peu, exactement, un roi. Alors je pense que la dynastie, si vous voulez, qui a fait la France, les dynasties qui ont fait la France, c'est où ils ont fait leur temps, quoi. Il faut changer. Mais il faudrait un beau roi. Je dis à la Raspail, mais il faudrait le nuancer également, puisque vous évoquiez Bois Ier. Oui, Bois Ier, alors lui, qui est un sacre un peu parodique, puisque la formule que vous employez qui est fantastique, vous parlez d'un lumpen roi, donc d'un roi voyou, d'un roi canaille, dont c'est pas une couronne d'épines qu'il a, c'est une boîte de conserve. En fait, c'est une couronne taillée dans la boîte de conserve. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, avec Bois, ça m'amusait d'avoir un roi un petit peu, comment dire, un roi vagabond, quoi. Un roi vagabond, un roi christique un peu quelque part. Hein. D'ailleurs, il est ouin avant d'être sacré. Il est ouin. Il a un côté christique avec l'innocence et l'imbécilité, enfin l'innocence christique et l'imbécilité en plus. D'accord, Et Bois premier. Voilà. Et tout ça se fait évidemment dans les caves de l'Élysée, dans les portes des l'Élysée, dans les catacombes, où Molin, faisant son service militaire, conspire contre la République. Hein. Alors on l'a compris, vous êtes politiquement incorrect. Hein. Il y a une veine, plus qu'une veine, une sensibilité qui irrigue en permanence tous vos livres, la trilogie bien sûr, mais les autres, qui vont suivre, La fête est finie, etc. C'est la veine écologique. Hein. Vous êtes, moi je dirais que j'aurais tendance à vous voir comme un écologiste intégral. J'ai évoqué le royalisme intégral ou que sais-je. Écologiste, mais comment vous faites, Molin, pour être écologiste aujourd'hui? C'est tellement chiant. Figurez-vous que précisément, je commence à avoir du mal. Là. Je commence à avoir des envies de 4x4 et de mazouter. Parce que si vous voulez, les écolos, en fait, ils réussissent, enfin les écolos officiels, quoi, les écolos d'Europe Écologie Les Verts notamment, ils réussissent à vous dégoûter de l'écologie. C'est-à-dire, on n'a qu'une envie, c'est l'écologie aujourd'hui, elle est soit, si vous voulez, partagée en deux, soit c'est la tartufferie intégrale. J'ai vu récemment, vous savez, que l'acteur l'acteur américain qui jouait dans zut, j'oublie son nom, peu importe, ambassadeur du climat, vous savez qu'il y a un yacht dans la Méditerranée, il a un réservoir, Leonardo DiCaprio. Il est ambassadeur du climat, il a un yacht, il a même une chaîne d'hôtels dans les Caraïbes. 50 000 litres son truc. Quand il fait le plein de son yacht, c'est un an de pollution à Paris pour le bannir. Il est ambassadeur du climat. Bon, alors l'écologie, c'est soit ça, c'est-à-dire un truc totalement absurde, ou alors les décroissants, le journal de la joie de vivre, là, mais bon, c'est une joie de vivre un petit peu quand même. Elle est sinistre, elle est sous-sédatif. Moi, je trouve, mais donc on est le choix un petit peu qu'on a. Alors après ça, je pense que la droite là-dessus a complètement déconné, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à construire une écologie, une véritable écologie de droite, qui soit pas une écologie, si vous voulez, c'est un petit peu triste, ni cette tartufferie qu'on voit tous les jours, mais la droite s'y intéressait très tard, très mal. Et très peu. Et ce qui fait, alors, il y a autre chose qui est étonnante chez vous, puisque moi je trouve qu'il y a une écologie droite, même si vous récusez l'étiquette, j'ai du mal à vous classer dans le camp d'en face, c'est celui de Sardine Ruisseau, à l'insupportable, ou de Yannick Jadot, le soporifique absolu. C'est rare l'utopie à droite, hein, je trouve, c'est très rare. C'est très rare qu'à droite, on propose des schémas alternatifs, des mondes, des altermondes, comme disait le merveilleux Jean-Claude Aberveil. Hein. Tous vos livres sont des altermondes. Tous vos livres sont des utopies. C'est vrai. Oui, mais c'est peut-être mon côté gauchiste. Mon côté gauchiste. Le mot ne sortait pas, mais c'est peut-être mon côté gauchiste. Par exemple, Sardine Rousseau, comme vous l'appelez, quand elle dit qu'elle préfère les sorcières aux ingénieurs nucléaires, j'avoue que ça me parle quand même. Hein. Je trouve ça rigolo, je trouve ça amusant. Bon, j'en ferai pas une politique, si vous voulez, mais il y a quelque chose d'amusant là-dedans. Maintenant, oui, c'est les altermondes, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est que des fuites en fait. Tous mes bouquins, en vérité, se ressemblent énormément. C'est que des fuites. Des gens qui en ont marre de ce monde, qui en ont marre de justement de tout ça, quoi, de Leonardo DiCaprio et de son yacht, de l'injonction à consommer, à travailler, enfin de cette espèce de monde qui est devenu complètement, prosaïque, et donc ils se barrent. Effectivement, ils se barrent, ils vont construire des communautés, ils vont, voilà. Du reste, dans un de vos romans, même dans plusieurs, je pense même, il y a ce qu'on appelle ce que Greber avait appelé des bullshit jobs, des jobs de citadins, des citadins. Qui en ont marre, voilà, ils disent à un moment donné, voilà, et ils se barrent, ils prennent un camping-car, hop, et ils le volent en général, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour l'acheter. Ils volent un camping-car et puis ils se barrent.
se barrent en Alsace, et là, ils vont retrouver effectivement une vie, alors une vie largement utopique pour le coup, en effet. On est dans le domaine de l'utopie. Ouais. C'est-à-dire, mais je reviens, si vous voulez, un petit peu, vous savez, moi, je viens, en fait, je suis venu à la littérature par le Moyen-Âge, bizarrement. Moi, j'ai été un fondu d'histoire dans ma jeunesse. J'avais un a priori absolument stupide, je lisais pas de romans. Jusqu'à la fac, je lisais très peu de romans. Je lisais de la poésie et des livres d'histoire. Je trouvais que le roman, c'était une perte de temps. J'étais complètement débile, je comprenais rien du tout. Mais j'ai commencé seulement en Doug à lire, c'est Céline qui m'a fait. D'accord. Céline Dostoïevski. Bon. Mais avant, je lisais pas de romans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, il y a toujours, que ce soit la langue médiévale, la langue des farces, etc., ou que ce soit l'univers, le petit État, vous savez, le Kleinstadt du Saint-Empire romain germanique, ça a toujours été un idéal en moi. Et en fait, en vérité, ce que je recrée là, c'est une féodalité. En fait. Je recrée des petites féodalités avec des petits États. En fait, la vérité, c'est que je pense que la démocratie, elle peut être que directe et dans des toutes petites communautés, 50 000 personnes, pas plus. Après, on vote à main levée. Voilà, dans l'Assemblée. Physiquement, on est là physiquement et on décide. Après, on voit la démocratie aujourd'hui, elle est mourir de rire. On a envie de se rouler par terre, quoi. Mais voilà, donc je recrée effectivement des petites communautés comme ça où les gens et des comment dirais-je, des états charnels. Voilà, des états charnels. Aujourd'hui, tout est juridique, c'est-à-dire tout est abstrait. Des choses qu'on peut toucher avec des paysages. Il y a Gomez Davila qui disait un truc très beau, qui disait là, le patriotisme sans boniment nationaliste, le patriotisme, c'est l'endroit qu'on peut voir depuis la colline. C'est-à-dire qu'on est sur la colline et tout ce qu'on voit, c'est à nous, c'est notre patrie qu'on va défendre. C'est ça qu'on a envie de défendre, c'est pas la planète, c'est pas, c'est ça, c'est-à-dire l'endroit où on vit. Et là, c'est quelqu'un qui vient, on dit non, tu rentres pas. Mais c'est ça, moi. Et au besoin, parce qu'il y a un fantastique coup de fourchette dans gastronomie, on le voit, du reste dans vos rondeurs suaves, mais il y a également le coup de fourche. Si on vient dans mon potager, il y a la fourchette et la fourche, ça va avec. Et le fusil sur la cheminée. Ça, c'est un idéal pour moi. La cheminée, le fusil accroché, tranquillement, c'est-à-dire pas du tout agressivement, de manière agressive, de manière absolument pacifiste, mais... Vous savez, je vais vous raconter une chose, si j'ai le temps, 2 minutes. Bien sûr. J'étais en Mayenne, comme ça, j'avais été faire dans une vidéo, enfin pas une vidéothèque, une médiathèque, perdue dans le Ça, c'était avant Valeurs Actuelles. Avant Valeurs Actuelles, ouais. J'avais été, et je m'étais paumé, j'étais avec une fille d'une association, et on s'était perdu, on était un petit chemin comme ça, qui menait à une cour de ferme. Il était 6h30, et puis par la fenêtre, on voit les paysans qui mangent. Et avec les phares de voiture et tout, et le type sort avec une carabine. Alors, le truc était cassé, il n'est pas du tout hostile, il l'a mis sur le bras. Il dit bonjour, on cherchait quoi? On est vous prenez la barre, très gentil, mais il a la carabine. Et le chien qui aboie. Et le chien. Et là, je me suis dit, évidemment, le type, il avait des gamins à défendre, il avait sa carabine, c'est très sain en fait. Il n'y a que les cons qui peuvent dire oh là là, c'est dégueulasse. Non, c'est très sain. Le type, en plus, l'avait cassé, lui. Il n'a pas menacé, etc. Mais voilà, il faut. Je trouvais ça très sain. Ça s'approchait de mon idéal. Et que vous mettez en scène en permanence. Vous évoquiez le Moyen-Âge. Arrêtons-nous un instant sur ce Moyen-Âge. Je ne suis pas sûr que vous soyez un inconditionnel de la réforme de la langue française, de sa normalisation au XVIe, XVIIe, XVIIIe. Boileau, enfin Malherbe-Vin et Boileau. Cela étant dit, Boileau est un merveilleux réactionnaire, mais qu'importe. Mais vous préférez une littérature antérieure beaucoup plus libre, beaucoup plus délurée, beaucoup plus inventive. C'est vrai. Et alors, il faut quand même... Là, c'est bien que vous me donniez la possibilité de le dire, parce que j'aime quand même bien aussi la grande langue. La grande langue française, d'une précision absolument chirurgicale, et même les moralistes du XVIIIe siècle, c'est quand même, on ne peut pas ne pas les aimer, quoi, vous voyez, donc je ne pourrais pas les opposer. En revanche, ce qui est vrai, je le disais avant, moi j'ai commencé à lire de la littérature médiévale, mais par... Dans un souci, si vous voulez, d'historien, exactement. Donc j'avais lu Les Laits de Marie de France, c'est formidable, le Bisclaveret, le Garou, etc. J'avais lu évidemment la Chrétien de Troyes, le Courtois d'Arras, etc. Et je suis tombé sur les farces. Il y avait à l'époque, l'Imprimerie nationale avait édité 2 gros volumes de farces anonymes du XVe siècle. Et ça a été la révélation. Dans l'univers, et puis effectivement la langue. Et là, je reconnais qu'il y a cette langue médiévale m'a touché à un point. Alors elle est beaucoup moins précise, elle est beaucoup moins précise que la langue d'après. Elle est foutraque, mais on en revient à ce côté charnel. Pour moi, une des grandes manières d'opposer aujourd'hui les choses, et plus je vieillis, plus c'est le cas, c'est l'abstrait concret. Il y a vraiment et là, on a une langue concrète, une langue qu'on sent quasiment, vous voyez, et effectivement, et du coup, ça m'a... Et alors après, quand j'ai commencé à lire des romans en fac, et que je suis tombé sur Céline, je me suis dit, merde, c'est la même langue, en fait. C'est cette langue que Céline a reprise. Alors, c'est la langue de Rabelais aussi, je veux dire. C'est la langue de Rabelais. Elle survit jusqu'à Saint-Simon, voilà, à certains égards.
Mais du coup, et c'est là où il y a eu un déclic chez moi, je me suis dit, je veux être écrivain, je veux être romancier. Alors c'est curieux parce que on a toujours tendance à associer la France à la symétrie, à Versailles, à Paris, au bord de Seine, hein, mais il y a une France antérieure. Moi je pense qu'il y a même une contre-histoire de France à faire. Oui, tout à fait. Taine l'esquisse à plusieurs reprises. Hein. Si je vous pose la question, c'est que je pose la question à la fois aux Français, en vous, aux Parisiens, car vous êtes devenus Parisiens. Donc ça c'est à un certain Bolin que cette question-là je la pose, mais je la pose également aux Vosgiens, à l'Alsacien. Vous vous inscrivez dans quelle tradition ? Dans les deux, cette tradition française, parce qu'elle remonte au fabliau, dit Taine, hein, au XIIIe siècle, l'esprit petit bourgeois français se fixe. Hein. Nous, on ne fait pas de tragédie, on ne fait pas de grandes épopées, comme peuvent faire les germaniques ou dans l'Europe du Nord. Nous, on fait des farces, très bourgeoises en fait. Hein. Et un jour, vous m'aviez dit, ou vous avez dit dans un entretien, que c'était aussi une tradition spécifiquement alsacienne aussi. Alors, ce rapport, si vous voulez, c'est un rapport qui est assez confus, même chez moi. Mais je sais, si vous voulez, je sais que... Alors, moi, en l'occurrence, je parle pas le dialecte alsacien. Je le comprends un peu, mais je le parle pas. Dans ma famille, on le parle, donc j'ai quand même baigné un peu là-dedans. Mais je sais que comment dirais-je, que les romans que je fais aujourd'hui sont très influencés par mon alsacianité. Je sais pas comment on peut dire. Je le sais. Ouais. Par la manière même de voir les choses, par la manière... Vous savez, il y a une mentalité très particulière à l'Alsace, qui ressemble un peu à la Suisse dans certains égards, avec un côté déconnant, mais sérieux déconnant. Enfin, vous voyez, il y a toujours c'est pas des gens aussi sérieux qu'on le dit, les Alsaciens. Vous savez, souvent on imagine, ils traversent dans les clous, c'est vrai, mais ils sont pas aussi sérieux qu'on le dit. Et je sais que cette vision du monde que je développe dans les bouquins, elle est alsacienne, j'en suis persuadé. Alors je sais qu'on avait déjà eu le débat, en effet, où on me dit non, elle est faubourienne. Elle est faubourienne parisienne. Elle est célinienne, faubourienne. Alors, moi, en tout cas, je pense que j'ai une dette vis-à-vis de mon alsacianité. Ouais. J'en suis convaincu. À laquelle vous rendez hommage dans La Fête est finie, dans le prochain livre. L'émission touche à sa fin. Il y a beaucoup d'alcool chez vous. Et moi, j'ai en tête le vers qui ouvre les correspondances de Baudelaire. La nature est un temple où de vivants piliers. Ce qui est le cas chez vous, la nature est un temple. Hein. Partout, les fées, les lutins, les trolls. Hein. Mais les piliers, c'est des piliers de comptoir, hein, si vous m'autorisez. Donc, quelle est cette omniprésence de l'alcool ? Vous pensez que in vino veritas, hein ? In vino veritas, bien sûr. Et puis, le côté, comment dirais-je, in vino veritas, je crois que tout est dit, mais c'est-à-dire que j'aime bien... En fait, si vous voulez, l'alcool, c'est pas du tout quelque chose qui est une défonce, pour avoir défonce, je trouve que les scènes d'alcool, en fait, elles m'intéressent littérairement, si vous voulez, parce que les scènes d'alcool permettent de faire un peu de surréalisme dans le roman, si vous voulez, permettent un peu, vous savez, de voir les choses en fait, quand vous prenez les gens dans un bistrot et vous leur faites boire, rapidement, la conversation, elle part en mode boudin. Dans la réalité, c'est comme ça, mais dans un roman, c'est très drôle à mettre en scène, ça. C'est-à-dire que les trucs se deviennent à couper, on parle d'un truc, et ça donne des scènes que j'aime bien écrire. Des cadavres exquis. Comment ? Des cadavres exquis. Oui, des cadavres exquis, exactement, c'est ça, ou des choses sans queue ni tête, et on revient, et on repart, et les gens se mettent à... Mais j'aime bien ça, mais c'est littéraire, si vous voulez, c'est pas... je trouve que ça donne des pages dans le prochain, il y a une grande scène de bistrot, j'adore faire des scènes de bistrot. Voilà. Il s'appellera comment le prochain ? Le Temps des loups. Le Temps des loups. Alors rendez-vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup. En septembre 2022 pour Le Temps des loups au Cherche Midi. Exactement. Merci, Olivier.